Bruno Cellier, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans les Jardins des Invalides pour parler ensemble de votre carrière artistique. Vous êtes auteur, metteur en scène et créateur de scénographie pour projection monumentale. C'est comme ça que j'ai défini un peu votre métier. Et avant de parler de votre prochain spectacle Raconte-moi la France, quelles ont été vos motivations quand vous aviez 20 ans lors de votre première création de spectacle ? Une motivation qui s'appelle un impératif, c'est-à-dire que d'un coup il y a une nécessité, une impérieuse qui se dit, je me suis dit, mon premier spectacle, ce sera là. Ça s'impose à l'esprit. Il n'y a pas une démarche de réflexion. C'est d'un coup, j'ai une forme, pas d'illumination, parce que mais je suis rentré dans ce château de Séverac et d'un coup j'étais habité par le lieu et je me suis dit, ce sera là. Ça s'est imposé à moi. Et puis après, un deuxième, pareil, et ainsi de suite. L'amour ne se commande pas, parfois, au début. Quelle était l'histoire de ce premier spectacle et il se jouait au château de Séverac du coup. Oui, c'est vrai que le château, c'est comme beaucoup de son lumière, basé sur le bénévolat. C'est l'histoire du monument, des Gaulois, des premiers âges, jusqu'à l'arrivée du rail, et quasiment donc, au XXe siècle. Donc c'était déjà à peu près 2000 ans d'histoire, mais d'un village qui était une forme de petite France en miniature, puisque l'histoire de ce village, notamment, reprenait les pages les plus sombres, enfin ou les plus tendues de l'histoire de France. Donc c'était un petit condensé des défis à raconter. Donc c'est aussi pour ça que ça m'avait beaucoup plu. Comment vous expliquez que ce premier spectacle ait été programmé pendant 23 ans ? Parce qu'une fois que l'enfant a su marcher, d'autres s'en sont occupés. Et c'est la population locale après qui a pris le flambeau vraiment et qui a décidé de le continuer. Alors je devais normalement le changer et puis moi j'ai quitté, j'ai fait d'autres spectacles. Et donc la population locale s'est complètement approprié le projet et a gardé le flambeau à la main pendant 23 ans. Et donc c'est ça qui est très beau aussi, c'est que ça m'a beaucoup plu. C'était devenu leur spectacle et dès le début c'est ce que je voulais. Et donc 23 ans, oui, c'était une merveilleuse expérience. Et on peut s'intéresser maintenant au processus de création. Comment vous vient une idée de spectacle ? Ça peut être la rencontre d'un lieu, ça peut être aussi une date, un personnage historique, tout dépend. Quand c'est un lieu, forcément, soit je le tombe dessus par un reportage, une image, une photo, ou alors c'est que je me déplace. Ou alors c'est à la conjonction de plusieurs éléments. Le lieu avec ses caractéristiques architecturales, son histoire, moi aussi mon ressenti par rapport à ce lieu, son histoire, et puis techniquement, artistiquement, comment est-ce que je pourrais le mettre en valeur, qu'est-ce que je pourrais y faire dans ce lieu-là. C'est un peu tout ça, un regard à un triface que je regarde de trois côtés et pour décider si on tente le coup ou pas. Comment ce lieu-là, puisque ça vient beaucoup des lieux, influence l'histoire, l'idée que vous avez eue à la base ? Parce que si jamais on prend le monument, c'est le monument qui est la star. C'est-à-dire que vraiment, si c'est vraiment lui qui est le témoin, si c'est lui qui est le témoin de l'histoire et qui même la représente intégralement, c'est lui qu'il faut que je serve. Et de toute façon, très souvent, quand le monument est la star, c'est lui qu'il faut magnifier. Et le reste viendra tout seul. Donc après, c'est vraiment comment je peux, non pas tirer le meilleur parti, mais comment je peux le mettre en valeur, le scénographier, le magnifier de la plus belle façon possible. Mais c'est vrai que c'est le monument qui dicte sa loi, comme ici aux Invalides. Donc il y a une base d'écriture que vous faites par rapport à l'histoire. Et il y a ce moment où vous pensez la scénographie avec les lumières, etc., le mapping. Et est-ce qu'il y a des parties de ce processus plus compliquées que d'autres ? J'écris le texte en dernier parce qu'il doit rentrer dans des temps, parce que c'est hors de question de couper après trop de choses. Il faut que le texte il est et je dois avoir très peu à le recouper, donc il est écrit à la fin. Donc il y a toujours, c'est un dialogue constant entre la lumière ou l'image, la musique, le monument et le symbolique qui sera expliqué par le texte aussi, si besoin. Mais c'est constamment, tout m'habite, en fait, tout tourne comme des satellites. Et petit à petit, les choses commencent à se poser. D'abord la bande son. Je crée toujours la maquette sonore en premier pour avoir la durée des scènes, la durée des émotions, enfin ce qu'on appelle la courbe émotive, la courbe d'émotion du spectacle, le lancement, puis après un repos, on remonte avant le final, et puis petit à petit les éléments, je les pose, je les recompose ou je les décompose jusqu'au moment où je fixe la bande sonore avec derrière toutes les didascalies, toute la mise en scène, et puis après avec le texte qui vient dernier donc.
Et l'aspect humain, il y avait des figurants parfois dans ces spectacles-là ou pas? Ah oui, oui, oui. Dans mes 82 créations, j'ai fait du tout technologique, mais beaucoup de spectacles vivants, où ça va, alors le plus petit, c'est avec un comédien, Sherlock Holmes en l'occurrence, jusqu'à 1500 figurants, ou alors un plateau avec 18 comédiens. C'est très varié. C'est vraiment en fonction du sujet, du lieu, c'est à chaque fois variable. J'essaie justement de varier les créations pour pas rester dans un seul registre, une niche. En quelque sorte, non, j'aime bien prendre des risques aussi artistiquement, techniquement, et varier les créations pour rester aussi dans une démarche dynamique. Et comment on aborde du coup la direction de comédien-comédienne entre un comédien et 1500 Alors, personnes? forcément, pour 1500 personnes, il y a des relais de mise en scène, c'est-à-dire que j'ai des relais de mise en scène auprès des différents groupes qui composent, qui vont jouer. Le comédien, alors là on entre dans la spécificité du théâtre, c'est tout d'abord il y a un travail en amont. C'est d'abord le comédien, il y a le choix faire la distribution, le choix du comédien qui va incarner un personnage. Donc ça c'est une des choses les plus passionnantes à faire. Ensuite après il y a une lecture ensemble du texte, une explication de la mise en scène, et puis après c'est la répétition où là il faut que le comédien s'efface pour devenir une autre personne, un personnage. Et alors, mais j'ai jamais fait d'école de théâtre, j'ai pas fait la rue Blanche ou Cours Florent, je ne sais quoi. Ça s'est fait petit à petit, en faisant, et puis en prenant le conseil aussi d'amis comédiens, et puis à force d'expérience aussi. C'est quelque chose de passionnant. C'est ce qu'il y a de plus, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. La direction d'acteur, le théâtre, de toute façon, pour moi, il est au sommet de la pile. C'est-à-dire dans l'art du spectacle, le théâtre, c'est le sommet. Parce que c'est impossibilité de tricher. La scénographie technologique, aujourd'hui, elle est tellement puissante en plus par ses moyens techniques qu'on fait un gros chèque, tout brille. Un comédien qui est pas bon, un texte pas bon, ça passe pas la rampe comme on dit. Donc vraiment avoir un texte beau, puissant, qui évoque les âmes, qui parle aux âmes, aux esprits, au cœur, visible par un public jeune ou âgé. Ouais, et là que le comédien soit véridique dedans, c'est l'art suprême du spectacle. Et entre vos 20 ans et aujourd'hui, le processus de création a évolué techniquement? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça? De quelle manière? Il faudrait peut-être s'asseoir, parce que comme je dis souvent, oui, c'est vrai, aux techniciens ou à des jeunes, moi j'ai commencé dans un autre siècle. Quand mes premiers spectacles, ceux auxquels j'ai assisté, ici aux Invalides, au début des années 80, et les premiers spectacles que j'ai créés au début des années 90, les techniques étaient quasiment les mêmes que dans les années 80 et même parfois que des années 70. Ma première bande-son, c'était une bande-son sur les bandes qu'on coupait, qu'on recoupait, qu'on collait. Donc un magnéto sur aujourd'hui, quand on voit les moyens pour enregistrer de miniaturisation, moi à l'époque la technique, les projecteurs ne supportaient pas l'eau, ça consommait beaucoup plus. Et donc, il fallait vraiment, quand on mettait un projecteur, il fallait vraiment savoir pourquoi on le mettait là et qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, ça m'a imposé rapidement de savoir la technique. Il faut que tu saches comment ça fonctionne. Donc, vraiment bien arriver à exprimer ce que j'avais envie d'éclairer, de mettre en scène. Donc, ça m'a donné aussi une culture technique qui s'est affinée au fur et à mesure. Et aussi la capacité, du coup, de demander des choses à la technique, de créer des produits parfois. Parce qu'en discutant avec les techniciens, il y a des produits qui ont été créés parfois spécifiquement pour des spectacles. Et ça, c'est extra. Non, la nécessité de comprendre pour imaginer, pour pouvoir transcender et utiliser la technique au mieux. Et du coup, aujourd'hui, vous utilisez vraiment la technique au service du spectacle? Ah, mais toujours. Pour moi, un effet j'aime pas le mot effet d'ailleurs, parce qu'un effet, il est passager. C'est toujours asservi au scénario et à la mise en scène, et donc il vient servir ou un point de narration, ou une émotion, ou quelque chose. Mais c'est pas un effet pour faire un effet. Et c'est toujours, si sur la Tour Eiffel, il y avait un trait de lumière qui montait de la base, un trait fin, et qui montait sur les vocalises, c'était pour la voix féminine, la beauté de la grâce féminine, et puis de la soprano. Il y a toujours, c'est pas un trait qui monte, c'est quoi ce trait qui monte? Non, c'est justement la note qui monte haut et puis qui redescend dans le souffle. C'est toujours asservi à un sens, de toute façon. Et on imagine que l'organisation de tels événements dans l'espace public, dans des lieux historiques, est vraiment un sacerdoce. Et est-ce que vous pouvez nous partager un peu les coulisses des préparatifs, concrètement, comment ça se passe au niveau sécurité, etc. Alors c'est vrai qu'entre il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes choses. Et je dirais que ces aspects d'organisation et sécuritaire, ils sont même à prendre en compte dès le début même, avant même que le spectacle soit créé et qu'il y ait même une volonté de le faire. Ça fait même partie intégrante du processus de création.
C'est-à-dire, ok, Bruno, mais là, attends, tu mets où le public? Et est-ce qu'il aura le droit? Est-ce qu'il n'y a pas des contraintes? Par exemple, pour ici les Invalides, il m'a fallu 20 ans pour trouver le bon concept. Il a fallu aussi que les techniques évoluent pour que je puisse proposer un spectacle qui ait une chance de se réaliser pour des raisons de sécurité. Parce que c'est un lieu hautement lié à l'État et à l'armée, au ministère de la Défense, et il y a un rythme de vie très particulier. Donc maintenant, il faut en prendre en compte dès le début. C'était absolument pas le cas auparavant. Il y a 30 ans, c'était important, mais c'était pas, on trouvait des solutions. Aujourd'hui, c'est prégnant. Donc, ça rentre dans le processus dès le début. En quoi, raconte-moi, la France diffère de vos anciennes propositions artistiques? Eh bien, on va dire que c'est mon Everest. C'est-à-dire, ça cumule toutes les difficultés des 82 spectacles précédents. L'itinérance, c'est un énorme décor, une grosse équipe, c'est un cirque sur les routes de France. C'est un enjeu logistique, un enjeu réserver les chambres, la logistique, les repas, monter, démonter, raconter l'histoire de France, plusieurs milliers d'années en 2 heures. Ça a l'air comme ça, bah oui, pourquoi pas. Oui, mais une fois que vous rentrez dans... donc un vrai défi de narration, un défi de mise en scène. Comment varier avec, j'ai pas 4000 figurants, donc avec un plateau, certes 100 personnes, mais 100 personnes c'est rien, finalement, c'est beaucoup et c'est rien. Donc comment avec 100 personnes arriver à raconter 2000 ans? Donc il y a ça, les images, comment utiliser l'image de façon neuve, parce que j'ai eu la chance d'habiller les plus grands monuments, donc là l'image elle est importante, mais il faut qu'elle soit différente. Donc tout est pour chaque pan, c'est un défi. On est sur la pointe à chaque fois du diamant. Donc c'est en ça où c'est vraiment, je dirais que c'est un peu la quintessence de mes 30 ans de carrière. Et comment on fait le choix dans la narration de moments historiques précis? Là, le volonté était assez simple, c'était que les gens s'y retrouvent. C'est-à-dire que, ok, ça commence là, et puis on déroule le fil. Donc, pas laisser de côté, alors passer plus ou moins rapidement des épisodes, parce qu'on peut pas tout raconter, bien sûr. Mais c'est quand même qu'une chronologie bien, qu'on comprenne les grands stades. Préhistoire, les Gaulois, comment les Romains, l'apport de Rome, et puis après les royaumes barbares, et puis les Carolingiens, et la mort du Moyen-Âge, et puis les Capétiens, et puis ci, et puis ça, et puis la guerre de 100 ans. Et vraiment alterner aussi les points de vue, mais rester fidèle à la chronologie. La règle, c'était la chronologie. Il y a des vidéos où on vous voit repérer dans les zéniths, etc. Vous avez aussi choisi de créer une scénographie adaptée à l'idée. C'est pas le lieu qui vous a influencé, là c'est l'inverse. Non, tout à fait. L'idée c'était qu'on puisse donner le spectacle dans des grandes salles, mais aussi en extérieur, puisqu'on va aller aussi au plus près des grands lieux de villégiature, de vacances des Français. Et donc ce défi c'était que ce soit le même décor, le même spectacle, qui puisse aller partout. C'était la partie contraignante, mais aussi sympathique justement. Le défi effectivement était ça. C'était trouver le décor qui puisse aller partout tout en étant susceptible de porter de 3 millions d'histoires. Et est-ce que vous reviendrez à des lieux historiques après? Ah oui, parce que déjà parce que la vie ne s'arrête pas, et donc je suis pas en train je me consacre une grande partie de mon temps à Raconte-moi la France, mais je suis déjà en train d'instruire d'autres dossiers, d'autres projets, dont certains d'ailleurs qui ressortent, qui étaient éteints il y a des années, puis qui ressortent. Donc non, j'ai encore envie de faire de belles choses derrière, oui. Et si vraiment vous aviez tous les moyens du monde possible, quel lieu vous aimeriez vraiment faire dans le rêve le plus fou? Le Louvre, c'est vrai, m'intéresse beaucoup parce que c'est quand même la quintessence. Le Louvre représente beaucoup. Fontainebleau aussi est assez méconnu. Mais non, c'est vrai que le Louvre, oui, le Louvre aurait ma préférence éventuellement. Mais l'étranger, je suis en train de travailler sur 2 beaux projets à l'étranger, très liés à l'histoire de France aussi, parce que ce sont nos mères patries, les mères civilisations. Mais voilà, j'en dis pas plus.